Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue dans cette grande édition d'information. Tout de suite, les titres. Plusieurs quartiers de Conakry pourraient manquer d'eau les jours à venir. La conduite principale d'eau de la SEG a été déboîtée par la forte pluie du mercredi dernier. Sur place, les responsables de la SEG envisagent une solution rapide. La plateforme aéroportuaire de Conakry menace d'entamer une grève à partir du 2 août prochain si rien n'est fait pour trouver solution à la crise de l'augmentation du prix du carburant. Cette annonce veut renforcer l'intercentrale CNTG-USTG dans son mot d'ordre de grève. Après l'incendie qui a tué une mère et ses 3 enfants, les habitants d'Aubervilliers rendent hommage aux jeunes qui ont bravé les flammes aux côtés des pompiers et de la police. Je vous le disais à l'instant, plusieurs quartiers de Conakry pourraient être privés d'eau les jours à venir et pour cause, la conduite principale d'eau de la SEG a été déboîtée par les fortes pluies de la nuit du mercredi. Les responsables de la SEG ont effectué un déplacement sur le terrain pour toucher du doigt l'ampleur des dégâts et envisager une solution rapide. Il faut le rappeler, c'est une énième fois qu'on assiste au déboîtement de cette conduite. Le reportage de Fatou Kébé est rendu en studio par Mamadou Kalissou. Un caniveau non achevé qui a sa chute dans le cours d'eau qui abrite cette conduite d'eau serait à la base de cet accident. Conséquence, une perturbation est constatée dans la desserte en eau potable pour la population de Conakry. Les autorités concernées ont déjà entamé les études de terrain pour les travaux de réhabilitation. Mais en attendant, la SEG utilise d'autres points de réserve pour minimiser la crise. C'est presque toute la ville de Conakry qui va être affectée parce que je disais que cette conduite l'a fait transiter environ les 70% de la desserte de l'eau livrée sur la ville de Conakry. On a mis en marche toute la batterie de forage que nous avons. Ensuite, la conduite diamètre 700 parallèle, elle n'est pas entamée, donc elle va continuer sa desserte normale. Il faudra que les gens comprennent que cet aléa-là va fortement perturber la desserte au niveau des différents ménages. Donc d'où la nécessité de procéder à une forte économie d'eau dans les différents ménages. Au kilomètre 36, dans le secteur abattoir précisément, cette conduite est entourée d'habitations, ce qui représente, selon le secrétaire général du ministère de l'énergie et de l'hydraulique, un véritable danger. Il pense tout de même que toutes les dispositions nécessaires doivent être prises pour la réhabilitation de la conduite. C'est une conduite importante qui est cassée et qui va nécessiter un grand volume de travail et qui est suivi par l'autorité suprême. Le chef de l'État lui-même, le Premier ministre, il nous a instruit de tout mettre en œuvre pour réparer ce caniveau. Mais, je dis bien, ceux qui sont dans la vallée là, je crois qu'ils doivent réfléchir 1000 fois avant de rester dans cette vallée. Les riverains de cette zone témoignent avoir alerté la société de construction qui a mis en place ce caniveau non achevé, du danger qu'il pourrait leur causer. A signaler que ce caniveau reçoit toutes les eaux de pluie provenant de Kabelin et se ferait un chemin pour aller directement sur la conduite de la SEG. Les centrales syndicales n'ont pas pu avoir leur rencontre ce vendredi avec les forces sociales. Certains acteurs de la société civile n'ont tout simplement pas répondu présent. La réunion a été donc reportée à ce samedi 28 juillet. Suivez les explications de Mamadou Mansari, secrétaire général adjoint de la CNTG, interrogé par Mohamed Valek Touré et Ibrahima Sori Kamara. Une rencontre entre forces sociales et l'intercentrale syndicale devait avoir lieu ce vendredi comme prévu à la Bourse du Travail. La rencontre n'a finalement pas eu lieu. L'absence de certains membres des forces sociales serait à la base. Comme c'est les principaux responsables de ces plateformes qui doivent signer le document, donc on a demandé le report pour demain à midi. Mais entre-temps, la grève reste maintenue, illimitée. La grève reste maintenue tant que le prix du carburant n'est pas revu à la baisse, déclare le secrétaire général adjoint de la CNTG. Cette rencontre qui devait avoir lieu allait déboucher sur la mise en place d'un mouvement syndical
qui regroupera l'ensemble des centrales agréées et faire le point sur les démarches en perspective. Plus vite serait mieux qu'on ait une sortie de crise pour l'ensemble de la population et à la satisfaction de la population. On n'a qu'un seul point comme point de revendication. Il n'y a pas 1000. C'est le prix du carburant à 8 000. La rencontre est donc prévue pour ce samedi 28 à la Bourse du Travail. Restons dans le même cadre pour dire que la plateforme aéroportuaire de Conakry menace d'aller en grève le 2 août prochain. C'est en guise de solidarité à l'intercentrale syndicale CNTG-USTG qui depuis plusieurs semaines observe une grève pour le retour du prix du carburant à 8 000 francs guinéens. Mariam Fodé Camara, Ibrahima Sori Camara pour le compte-rendu. Cet avis de grève de la plateforme aéroportuaire est relatif à la grève des syndicalistes de l'intercentrale CNTG-USTG qui vise à mettre une pression sur le gouvernement pour la baisse du prix du carburant. Si rien n'est fait pour atténuer la crise, l'organisation syndicale des différents services de l'aéroport envisage une grève le 2 août prochain. En aucun cas, on ne peut pas abandonner notre hiérarchie. S'ils ont décidé d'aller en grève sous base de la réduction vraiment du prix des litres à la pompe, c'est pour tout le Guinéen. Aujourd'hui, le problème du carburant n'est pas seulement sectoriel, c'est devenu aujourd'hui sociétal. Donc voir vraiment cela réduit, ça fait non seulement le problème de tout un chacun, chaque Guinéen y trouve son compte. Voilà tant de motivations qui sont d'ailleurs constructuelles, qui nous pousse aujourd'hui à accompagner le mot d'ordre de grève jusqu'à satisfaction conformément à la revendication de l'intercentrale. Et précise que seul un compromis pourrait les empêcher de mettre à exécution leurs menaces. Elle est bien sûr générale et limitée. On a dit que tout dépendra des négociations au sommet. Si un compromis est trouvé au sommet, nous, c'est en raison d'une solidarité qu'on a juste accompagné le mouvement. En attendant que les parties soient autour de la table pour des négociations, la plateforme, elle, reste droit dans ses bottes. En région, la tension est restée vive. Ce jeudi 26 juillet à la baie, les échauffourées se poursuivent toujours et les manifestants dénoncent les exactions perpétrées mercredi par les agents de sécurité au QG des syndicalistes dans l'enceinte du complexe scolaire Ogomburo. Plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés, mais également des blessés, dont un par balle. Le point avec notre correspondant régional, Sali Bilalisso. Contrairement à la première journée, les protestataires ont régné pendant de longues heures à plusieurs endroits du centre urbain où les habitants d'à côté sont terrés ces jeux. En dépit des efforts déployés sur le terrain, les services de maintien d'ordre ont eu de la peine à disperser les manifestants qui ont érigé des barricades sur les routes. Ils ont augmenté le prix du carburant et nous allons souffrir de cette hausse. Au marché par exemple, si c'est 10 000 francs que ton mari te donne, tu iras au marché et tu n'auras rien à acheter. Un sac de riz est vendu à 300 000 francs et ils argumentent en disant que cela est dû à l'augmentation du carburant. Nous sommes fatigués. Ils n'ont qu'à libérer les personnes arrêtées, sinon nous allons continuer la manifestation. Aux environs de 15h30, la donne change car le jeune élève, Thierno Abdoul Diallo, âgé d'une vingtaine d'années, est atteint d'une balle à l'abdomen à quelques mètres de l'hôpital régional où il sera évacué d'urgence par la Croix-Rouge. J'étais à la maison quand mes amis m'ont demandé d'appeler le jeune Safa parce qu'ils ont tiré sur son neveu Thierno Abdoul. Même pour rejoindre l'hôpital, ce sont des problèmes. Ils ont érigé partout des barricades et profèrent des injures grossières. Quand nous sommes arrivés, j'ai trouvé effectivement qu'il a été touché au niveau de l'abdomen. La mère de la victime, qui s'impatientait à l'accueil du service de la chirurgie de l'hôpital régional, est quant à elle inconsolable. Il était venu au magasin. C'est de là-bas qu'ils ont tiré sur lui. Mais l'auteur, je ne lui pardonnerai jamais. Ils n'ont pas accepté que je rentre pour voir mon enfant. La députée nationale de l'IFDG, honorable Mariama Tataba, accuse les autorités d'être les instigateurs de la répression. Elle invite les jeunes à la retenue et à rester derrière l'intercentrale syndicale. Ceux qui sont censés de nous protéger trouvent les syndicalistes dans leur local. Ils viennent les bastonner,
leur jeter leur gaz lacrymogène, casser les véhicules, emporter beaucoup de motos. C'est inconcevable, mais où allons-nous dans ce pays? Pour l'heure, il est difficile d'établir un bilan sur ces événements malheureux. Mais selon une source médicale, il y aurait eu une vingtaine de blessés du côté des manifestants et des forces de l'ordre. Chez les autorités, on évite les médias en attendant, dit-on dans les couloirs, que la situation s'améliore. Autre chose, dans ce journal, pour un homme, il y a eu du sang et le pire pouvait se produire le soir du jeudi dernier à Nongo. Une femme accompagnée par 2 hommes, tous armés d'armes blanches, ont débarqué au domicile de Mabinti Baldé où elle a été agressée et connut plusieurs blessures par lame au point de la vider de son sang. L'affaire conduite à la gendarmerie de Nongo ne trouve pas encore un dénouement rassurant pour la victime. Mohamed Souma, Fatoumata Binta Diallo, Lamine Silla pour le reportage. La soirée de ce jeudi 26 juillet a été mouvementée dans ce secteur de Nongo. Mabinti Baldé a passé un jeudi noir. Des blessures par lame qui auraient pu lui coûter la vie si le voisinage n'avait pas été alerté par sa sœur. Brusquement, j'ai vu la dame avec sa sœur. Ils sont rentrés dans la chambre. Parce que j'étais assise avec ma grande sœur. Ma grande sœur n'avait rien porté parce qu'elle était quittée pour se laver. Après, la dame a dit, hey, madame, donne-moi ma photo. Donne-moi ma photo. Ma grande sœur dit, ah, quelle photo? Elle a dit, donne-moi ma photo. J'ai dit, ah, toi, tu peux rentrer comme ça sur quelqu'un, tu dis, donne-moi ma photo. En ce moment-là, les deux bandits sont venus maintenant, sont rentrés. Ils ont attrapé ma grande sœur. Ma grande sœur m'a poussé maintenant. Sors, va appeler les gens. Va appeler les gens. C'est en ce moment-là, quand je suis sortie maintenant, pour revenir, j'ai trouvé qu'on a fini de déchirer la peau de ma grande sœur. La cause de cette tentative de meurtre, un homme, Issam Hawar, de nationalité libanaise, qui vit une séparation avec la commanditaire de cet acte. Par cet agissement, elle chercherait à éliminer la nouvelle élue de son amant. Si ces 2 complices restent introuvables, Mimi a été conduite à la brigade de la gendarmerie de Nongo, qui jusque-là a une gestion douteuse de l'affaire. Elle est dedans. En garde à vue. Et puis encore, on n'a même pas fermé. On a donné l'occasion à la fille. La fille a son téléphone avec ça. Mais elle appelle les gens. Et puis encore, il dit qu'elle a bien fait. Parce qu'elle n'a pas tué ma grande soeur. Le colonel Djanka Keta, responsable de la brigade et son équipe, n'ont pas voulu se prêter à nos questions et ont même essayé de nous intimider. Ce qui a provoqué l'ire des riverains. Aux dernières nouvelles, la brigade saisie cherchait à déférer l'affaire à celle de Kaporo. La responsable du crime est sortie sous la bronca de l'assistance, qui a aussi scandé des propos hostiles à l'égard de la gendarmerie, qui ne serait pas à sa première gestion calamiteuse. Et puis, le ministre de la Justice a lancé ce vendredi une formation des gardes pénitentiaires à l'école de formation de Kalia pour renforcer les capacités carcérales des stagiaires auront une préparation physique, morale et civique. Le haut commandement de la gendarmerie appelle à la discipline, à l'obéissance, à la motivation et l'engagement. La présidente de la commission de défense à l'Assemblée nationale salue cette réforme. Mamadou Sadio Baldé et Aboubakar Dine Kamara pour le compte-rendu. Pour cette série de formations communes de base, ils sont 525 agents de garde pénitentiaire repartis en 3 groupes. Après 6 mois d'apprentissage, ils doivent assurer la sécurisation des maisons d'arrêt, de la chancellerie, les cours des tribunaux, les escortes et le transfèrement des détenus à travers tout le pays. Elle vise à initier ce personnel aux techniques d'intervention professionnelle et les familiariser au vocabulaire se rapportant à leur activité, facilitant ainsi les rapports de service entre eux et les cadres du département. Chacun, en ce qui le concerne, de maîtriser au moins 5 malfrats qui tentent de sortir sous leurs mains, sous leurs bras. C'est cette discipline qu'on appelle l'intervention professionnelle. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a souligné que les réformes au sein des forces armées et la justice ne se font pas avec des coups d'éclat comme les autres départements ministériels. Ces agents doivent mériter la confiance des ministères de la Défense et de la Justice. C'est très important pour l'émergence de ce corps qui est quand même chargé de surveiller, de garder les personnes privées de liberté, les prisonniers dans notre pays.
sur toute l'étendue du territoire. L'Assemblée nationale soutient Maître Chak Sako dans ses démarches. À travers la présidente de la commission défense, cette institution attend de ses stagiaires un résultat positif. La fin, c'est ça. Il faut que nous ayons une armée professionnelle, il faut que nous ayons une garde pénitentiaire professionnelle, comme il a été dit ici, pour que chacun puisse jouer son rôle. Que les prisonniers qui ont des droits sachent que la garde pénitentiaire a aussi un droit. La rigueur, la discipline, l'obéissance, l'engagement et la fermeté doivent guider les pas de ces stagiaires. La radio Espace FM a procédé hier jeudi à la remise de cadeaux aux heureux gagnants du jeu Summer Pack qui est organisé pendant les vacances à travers la direction d'antenne du groupe Adafo Media, un jeu initié par les auditeurs de la radio Espace. Les 3 premiers gagnants ont chacun remporté un téléphone Android compte rendu Al-Gassim Ouyaliba, Al-Seni Bari et Lamine Silla. Voici les 3 premiers gagnants du jeu Summer Pack. Chacun d'entre eux vient de recevoir son téléphone Android au siège de la radio Espace FM à Matoto. Ils expriment leur joie. Je suis vraiment content d'avoir gagné ce téléphone. Je suis ému. Le sentiment qui m'anime, c'est profond. Je ne m'attendais vraiment pas à ce beau cadeau de la part d'une radio de la place, mais Espace FM m'a promis et Espace FM a réalisé. Je suis tellement contente, même ce jour j'avais tellement exprimé ma joie parce que je me souviens depuis toute petite, j'écoute la radio et maintenant je ne rate jamais aucune émission de la radio. Je suis vraiment contente. Faire plaisir aux auditeurs de la radio Espace pendant ces vacances, c'est l'un des objectifs de ce concours. Bon, ce jeu, d'abord, c'est une manière de garder les auditeurs sur les antennes à travers nos différentes émissions de relais pour ces vacances. Il suffisait juste de s'inscrire sur la plateforme qui est le 657 39 13 13 et donner son nom, toutes ses coordonnées. Et c'est au réalisateur de tirer au sort un numéro qu'on a appelé dans les émissions Le Lève-Tôt, l'émission matinale de la radio Espace pendant ses vacances. Le jeu se poursuivra toutes les vacances et plein d'autres cadeaux sont à gagner, dont des week-ends dans des hôtels de la place. À l'occasion du 8 mars, Journée internationale de la femme, l'incubateur Saboutek a lancé le programme Sabou Guinée Accord. C'est un programme de formation en développement web et mobile destiné aux jeunes femmes de Guinée qui souhaitent compléter et valoriser leurs compétences. Dans cette formation, il vise à doter les jeunes femmes guinéennes de réelles compétences et ainsi promouvoir leur autonomisation dans le domaine du numérique et de pouvoir lancer un site web ou une application mobile. Mohamed Damaro Kamara, Elisabeth Bonguno et Ibrahima Souma. Elles sont au nombre de 13 à bénéficier de ce programme de formation. Durant 3 mois, ces jeunes filles ont été outillées en technique de conception et de lancement d'un site web ou d'une application mobile. Nous avons un partenariat donc avec l'Organisation internationale de la francophonie pour pouvoir promouvoir l'entrepreneuriat, l'emploi par l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Et donc nous avons ici initié ce concours, Sabou Guinean Coders, pour pouvoir promouvoir l'entrepreneuriat numérique féminin et renforcer l'autonomie économique et financière des femmes à travers les technologies de l'information et de la communication. Ce programme de formation est rendu possible grâce au soutien de l'Organisation internationale de la francophonie qui œuvre dans l'accompagnement de différentes structures. L'incubateur Saboutek a mis en place ce programme de formation de renforcement de capacités de manière intensive au profit des femmes sur le métier du numérique, une formation de 3 mois pour améliorer non seulement leurs compétences mais leurs capacités pour servir non seulement de ressources humaines mais également de porteurs d'idées dans le domaine du numérique. Les récipiendaires apprécient l'initiative. Elles pourraient désormais affronter le monde numérique. Elle termine par lancer un appel aux autres filles qui n'ont pas encore suivi ce programme. Je peux dire que les jeunes femmes ne doivent pas se retenir, dire qu'elles ne peuvent pas faire ça et ça, qu'elles aient juste la volonté, qu'elles se fixent des objectifs et qu'elles essayent de les atteindre. Elles pourront. Cette formation en développement du web et du mobile s'est terminée par une remise de satisfecit aux bénéficiaires.
Au Japon, Kaori Shibo et 28 randonneurs scrutent les minuscules détails d'hépatite et endociprotes sur les arbres et rochers, bien que le boom de la mousse soit relativement nouveau chez les jeunes randonneurs et les amateurs de terrain. Les jeunes petites plantes qui poussent bien dans le climat humide du Japon ont pendant des siècles enchanté les jardiniers du pays. Suivez. Kaori Shibo n'a Dieu que pour elle. Armée de sa loupe et de son carnet, c'est la 8e fois qu'elle participe à un stage d'observation de mousse végétale. Dans cette forêt à 3 heures de route de Tokyo, ils sont une vingtaine à être venus admirer plus de 500 espèces de mousse et un paysage à couper le souffle. Pour moi, la mousse, c'était pas du tout quelque chose sur lequel on s'arrête, mais une fois qu'on a le malheur de mettre le nez dedans, c'est sans fin. Populaire depuis toujours, la mousse symbolise pour beaucoup la rencontre avec le monde du petit, comme une forêt au cœur de la forêt. Quand on se concentre sur le détail, ça donne l'impression de s'immerger dans un monde beaucoup plus vaste. La mousse trouve donc une place de choix dans les jardins traditionnels japonais, reproduction miniature de la nature, invitant à la méditation. La mousse permet par exemple de recréer toutes les nuances de couleurs d'un paysage de montagne. Une popularité que M. Kiyomura a transformée en activité commerciale florissante. En achetant des terrains montagneux couverts de mousse naturelle, il s'est constitué une mine d'or vert. Pas de culture ou d'entretien, il n'a qu'à tendre les bras pour récolter un pactole de plusieurs centaines de milliers d'euros par an. La mousse était là bien avant le début de l'humanité et recouvrira la terre entière après notre disparition. C'est ça qui me fascine. Objet de vénération au Japon, mais longtemps ennemi juré des pelouses en Occident. Dans les jardins urbains ou les créations florales, la mousse commence pourtant à gagner du terrain, bien loin des forêts de Tokyo. Au lendemain de l'incendie d'une tour HLM d'Aubervilliers qui a tué une mère et 3 enfants, des habitants choqués rendent hommage ce vendredi aux jeunes qui ont bravé les flammes aux côtés des pompiers et des policiers. Ils ne méritaient pas. On n'entendait pas parler d'eux. Une femme avec ses 3 enfants, vous imaginez, ça aurait pu être moi, ça aurait pu être voisin, ça aurait pu être vous, ça aurait pu être tout le monde. Ceux qui habitent dans ce bâtiment. Il est très dangereux ce bâtiment. C'est une tour, c'est dangereux d'avoir autant d'habitants dans un même bâtiment, c'est trop dangereux. Il y avait les familles qui étaient à l'intérieur, on était là, on se posait des questions, est-ce qu'il y a des gens dedans? Et les pompiers, les policiers ne pouvaient pas nous répondre parce qu'il fallait qu'ils attendent d'abord d'éteindre tout avant de nous confirmer s'il y avait des morts ou pas. Réellement, c'est les jeunes du quartier, parce que sans leur intervention, le bilan aurait pu être un peu plus grave. Donc ils sont intervenus directement. On est monté 17 étages. Quand moi je suis arrivé en haut, les jeunes avaient cassé la porte pour sortir le jeune, qui est enfermé à l'intérieur. On a tapé un peu partout pour demander à tous les habitants de descendre. Et voilà qui met fin à cette grande édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction ainsi qu'à celle technique. Surtout restez avec nous. Nos programmes continuent sur Espace TV. Au revoir.